le sujet comment se comporter face aux médias. Je vous propose de patienter les quelques secondes qui nous restent avant 13 heures en heure de Paris, pile poil, pour que nous démarrions à l'heure et que les dernières personnes qui souhaitent se raccrocher eh bien, soient dans la cohorte avec nous. Alors, quelques instants de patience. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre des petits coucous dans le chat. Je vous recommanderais chaudement d'ailleurs d'échanger par chat pendant ce webinaire. Alors pour l'instant, je vois personne qui se lance, mais Cécile qui dit hello, hello, hello. Allez, encore quelques secondes avant de démarrer. Bonjour, bonjour. Ah voilà, allez, il est 13 heures, on démarre. Voilà, sur ce webinaire donc consacré à la relation aux médias, ou plus exactement comment se positionner face aux médias. Je m'appelle Sophie Baker, je suis coach, formatrice, conseil en prise de parole au sens large du terme et en particulier dans les situations de prise de parole face aux médias, puisque je suis une ancienne journaliste de radio et je me suis rendu compte quand je faisais mes interviews que les personnes étaient très qualifiées bien sûr sur leur sujet, mais avaient du mal à amener leur récit et à se faire entendre de manière concise, courte, claire, impactante, et aussi avec le sujet d'aujourd'hui, donc, et aussi avec une grande méconnaissance du fonctionnement des médias, ce qui amenait souvent à du mécontentement, à de l'agressivité parfois de la part des interlocuteurs, des personnes que j'interviewais. Donc en fait, c'est pour vous donner toutes ces clés de compréhension que eh bien, je vous ai invité à ce webinaire. Nous allons pouvoir échanger donc par chat, comme je le disais, et je vous recommande chaudement de vous en servir, d'autant que nous sommes en petit comité aujourd'hui. Donc, je pourrais répondre au plus près de vos attentes et de vos besoins spécifiques. Et puis, si vous avez des situations plus spécifiques encore, hein, plus singulières, eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en cliquant dans la barre du haut, là, sur le haut, vous avez un bandeau vert avec un bouton rouge. Vous pouvez prendre rendez-vous et cela nous permettra d'échanger donc en face à face sur vos attentes, vos besoins particuliers, sur vos situations de prise de parole face aux médias. Je vais aussi vous dire pour commencer que j'accompagne des dirigeants, des managers, des élus depuis maintenant 15 ans. Donc ça fait 15 ans que j'ai cessé d'être journaliste pour m'occuper donc d'accompagnement et je les accompagne donc sur toutes leurs situations et en particulier sur ces situations de prise de parole face aux médias. Et c'est ça aussi qui me permet de revenir vers vous avec l'expérience de tous ces partages, l'expérience de toutes ces remontées du terrain par rapport à ces mécompréhensions et donc par rapport aussi aux clés que je peux donner donc pour vous faciliter la tâche. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai d'abord une première question à vous poser. La question, c'est quel est l'enjeu pour vous de passer dans les médias? Est-ce que vous avez déjà identifié que ça pouvait être intéressant pour vous? Alors, soit c'est déjà le cas, vous êtes déjà passé dans les médias et vous en avez tiré quelques enseignements, alors peut-être des enseignements négatifs, qui seraient dans cette situation-là, avec déjà une expérience dans les médias? Personne? Le chat ne bouge pas. En tout cas, je ne le vois pas bouger. Non, pas d'expérience pour Samuel. OK. Donc, si vous êtes là, non plus pour Maxwell, si vous êtes là, c'est que peut-être que c'est quand même un sujet qui commence à vous préoccuper selon les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Alors, peut-être que vous êtes dirigeant, vous êtes peut-être un indépendant, vous êtes peut-être président d'une association. De plus en plus aujourd'hui, la présence dans les médias, et là je parle bien des médias de journalistes et non pas des médias sociaux, la présence dans les médias de journalistes va faire la différence en termes de crédibilité, en termes d'image, en termes d'influence. Donc en fait, l'enjeu de passer dans les médias, c'est vraiment une sorte de garantie, un petit peu comme en France, dans un autre registre, le fait d'être publié
de publier un livre et d'avoir un éditeur qui appose son label sur un livre va aussi permettre de gagner en notoriété. Donc j'entends que pour la plupart d'entre vous ici, pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu clairement identifié, mais ça m'intéressera de voir d'ici 13h45, donc d'ici la fin de ce webinaire, comment peut-être les choses évoluent dans votre esprit. Peut-être qu'il n'y a pas d'enjeu parce que vous n'y avez jamais sérieusement pensé. Peut-être qu'il n'y a pas d'enjeu parce que vous vous dites c'est pas pour moi. Et en fait, moi, mon propos ici aujourd'hui, c'est aussi de vous dire que tout le monde est concerné dès lors que vous portez un sujet, dès lors que vous dépassez votre propre personne et que vous vous embarquez parce que, une fois encore, soit vous êtes un manager, un dirigeant, vous êtes un expert dans votre domaine de compétences, vous êtes un membre d'une association, vous êtes président d'une association. Donc en fait, les enjeux, en fait, beaucoup plus de personnes que souvent vous l'imaginez sont concernées par la situation de pouvoir passer dans les médias, avec bien sûr le bénéfice de gagner en visibilité, d'améliorer son image et donc d'améliorer son levier d'influence. Je vous garantis qu'un passage sur BFM Business, ça fait beaucoup de bien au patron d'une boîte. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà expérimenté ça, mais pour ma propre expérience à moi d'ailleurs, un passage sur BFM Business, c'est vraiment beaucoup plus de vues que n'importe quel post sur LinkedIn. Ensuite, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que ça fait déjà partie de votre quotidien ou bien c'est à venir? Alors là, j'ai l'impression, comme le chat ne bouge pas, j'ai l'impression qu'on a répondu en fait à ces deux questions avec la première. J'ai l'impression que vous n'êtes pas directement concerné. Je lance un appel à toutes les voitures. Est-ce que chez vous, il y a des gens qui sont dans l'auditoire, là, qui m'écoutent? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont passées dans les médias? Ou tout le monde est néophyte, là? Tout le monde est néophyte. Bon, le chat, il ne bouge pas. Ok. Je vais continuer toute seule. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà été contacté, mais ce n'est pas moi qui ai parlé, dit Françoise. Et puis, il me dira une seule fois. Ok, donc ça veut dire que la sphère médiatique s'est rapprochée de vous. C'est déjà un bon signal. Aujourd'hui, il y a des programmes payants, par exemple sur BFM, mais aussi sur alors je ne sais plus quelle télé, Bismart, voilà, c'est une télé du web. Il y a des collaborateurs de ces chaînes qui démarchent pour des programmes payants. Alors, ne vous laissez pas avoir, demandez toujours, quand vous êtes contacté par un média, si c'est pour un programme payant ou si c'est un programme gratuit. Gratuit, ça veut dire que vous êtes en lien avec l'actualité et que le journaliste vous veut pour illustrer un événement de l'actualité. Si c'est un programme payant, eh bien, ça veut dire que vous allez rentrer dans une démarche plus marketing. Les prix sont parfois assez élevés. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même de vérifier si la somme vaut le coup de rentrer dans ce programme payant. Et ça dépend de votre stratégie de mise en visibilité, votre stratégie de communication au sens large, large du terme. Ma team social media et moi, je gère les RH. Alors ici, on est bien pour parler des médias de journalistes et pas des médias sociaux. La différence entre un média de journaliste et un média social, c'est que dans le média social, celui qui parle, c'est autoproclamé pertinent. Hein, c'est lui qui a, si je poste un article sur LinkedIn, c'est moi qui décide que je vais écrire quelque chose et j'ai la main à la fois sur la production, donc sur l'écriture de l'article, et sur la diffusion. C'est moi qui décide que je diffuse à cet instant. Quand on est face à des médias de journalistes, eh bien là, la chaîne de fabrication, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus vaste, elle est collective. Hein, c'est tout un collectif. Et là, pour le coup, c'est vous en tant que interlocuteur des médias, que porte-parole, qui allez rentrer dans un scénario qui est déjà tricoté pour vous. Alors, si je continue sur mon déroulé, avez-vous déjà une date ou une échéance? Bon, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas alors une date ou une échéance de prise de parole dans les médias qui soit bien visible. En revanche, vous pouvez tout à fait y penser pour 2026, par exemple, votre mise en visibilité. Est-ce qu'il y a des consultants indépendants parmi vous?
Est-ce qu'il y a des dirigeants de toutes petites PME ou des consultants indépendants qui peuvent avoir pour stratégie de communication pour l'an prochain de vous mettre en visibilité et donc d'aller chercher des débouchés antennes, alors dans les radios, dans les télévisions, mais aussi parfois dans la presse locale, par exemple dans ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale. Non, toujours personne. Décidément, le chat est bien sage aujourd'hui. Alors, je vais continuer. Je vais continuer en vous expliquant que de là d'où je parle, c'est-à-dire en tant qu'ancienne journaliste, eh bien, je me suis rendu compte que très souvent, les personnes que j'accompagne et qui soit ont une stratégie de mise en visibilité dans les médias, soit sont déjà sollicitées par les médias, en fait, ne se rendent pas du tout compte de ce qu'il y a derrière. Comme je le disais, c'est la différence entre un média social et un média de journaliste. Derrière le média de journaliste, il y a tout un écosystème avec des process de fabrication de cette chose médiatique et souvent, ce n'est pas du tout vu. On voit en fait du journaliste la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire le journaliste, c'est comme, je reviens pleine vue avec vous, voilà, le journaliste, c'est comme la partie émergée de l'iceberg. Et donc, on a l'impression qu'il est tout seul. Enfin, vous avez l'impression qu'il est tout seul, mais en fait, il y a tout un écosystème. C'est la partie immergée, la partie sous l'eau, la partie immergée de l'iceberg. Eh bien, c'est cette partie-là qui va prendre les décisions et qui va donner la feuille de route, donner le cahier des charges au journaliste qui va venir vous rencontrer ou qui va vous accueillir en plateau. Donc, en fait, je me suis rendu compte que cette partie immergée de l'iceberg n'était pas du tout vue par les personnes qui étaient sollicitées dans les médias. Et je pense notamment à un dirigeant avec lequel je travaille qui est basé quelque part en Bretagne et qui intervient sur les sujets des énergies renouvelables. Et il m'appelle l'autre jour, il est tout feu, tout flamme, pour m'expliquer que BFM l'a contacté pour participer à une émission. Et dans sa tête, il était complètement embarqué sur l'idée qu'il avait de la manière dont ça pouvait se passer. Et il était très content, il se sentait très valorisé. Souvent, quand les médias appellent, on se sent très valorisé, même si après on peut se dire « Ouh là là, à quelle sauce je vais être mangé ?» Il se sentait très valorisé et il avait déjà plein d'idées de ce qu'il allait pouvoir dire et comment il allait le dire. Et avec mon expertise de journaliste, en fait, je lui ai posé des questions. Je lui ai posé des questions simples, comme par exemple, est-ce que vous savez exactement dans quelle émission vous allez intervenir? Est-ce que vous savez quel est le nom du présentateur? Parce qu'en général, ce n'est pas le chef journaliste qui va faire passer les appels pour les invités. C'est un chargé de production, c'est un assistant de la rédaction. Donc, en fait, déjà, d'avoir le nom du présentateur, ça va permettre de pouvoir aller voir dans les replays comment se joue l'émission et du coup, comment elle est scénarisée. Parce qu'en fait, toutes les émissions de télévision, une tranche d'information à la radio, un plateau télé, et aussi dans la presse quotidienne régionale, ou pas régionale d'ailleurs, nationale, eh bien, il y a des pages. Vous êtes dans les pages France, vous êtes dans les pages environnement, vous êtes dans la page société. Et donc, dans ces pages-là, il y a des thématiques, il y a des espaces aussi. C'est-à-dire que la production médiatique, elle est très processée, elle est très formatée aussi. On rentre dans des temps d'antenne, on rentre dans des nombres de feuillets en presse écrite. De la même manière, sur les débouchés web des médias de presse écrite, il y a aussi des tailles d'articles. Donc tout ça, en fait, est extrêmement préécrit. Pourquoi est-ce que c'est préécrit? Eh bien, pour que l'auditoire ou le lecteur s'y retrouve. Il faut qu'il ait des repères. Il sache que ça va durer tant de temps. Le journal, le 20 heures, il fait toujours la même durée, quelle que soit l'ampleur des actualités qui sont traitées, des informations qui sont traitées, le journal fait toujours
la même taille, hein, la même durée. Pourquoi? Parce qu'il faut donner des repères aux téléspectateurs, auditeurs en radio et lecteurs en print ou sur le web. Donc en fait, tout ça, c'est très formaté et très souvent, je me rends compte avec les personnes que j'accompagne que tout ce qu'il y a derrière, là, vous voyez sur l'image, voilà, tout ce qui est derrière la caméra, en fait, tout ce qui est en coulisses, eh bien, en fait, n'est pas vu. Et pourquoi, à votre avis, je vais vous poser une question, comme ça je vais pouvoir reprendre mon souffle. Pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est important d'avoir des informations sur qui anime l'émission, quelle est cette émission, quelles sont ces pages du journal, quelles sont les thématiques qui sont traitées habituellement, quels sont les temps d'antenne? Pourquoi est-ce que toutes ces informations-là, elles sont importantes, à votre avis? Allez, je laisse le chat se saisir de cette question. Pourquoi est-ce que c'est important, à votre avis? Pour mieux se préparer, mais oui, évidemment. Pour mieux se préparer, pour bien préparer son discours et être plus à l'aise. Ça permet effectivement de se préparer. Sinon, on me demande de préparer et voilà, être précis et clair dans ses réponses, évidemment. Et donc, c'est mon travail en tant que coach, effectivement, de préparer, mais nous ne pouvons préparer, moi en tant que coach et mon champion qui va être sollicité dans les médias ou qui se prépare à interpeller les médias par un communiqué de presse ou par un article sur LinkedIn. Nous ne pouvons nous préparer, je ne peux l'aider à se préparer, il ne peut se préparer que si on sait quelle est la partie qui va être, voilà, qui va être jouée. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte vraiment très souvent, qui est que comment se joue la partie médiatique, eh bien, est mal comprise. Et pour ça, eh bien, vous avez besoin, en tout cas les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, vous avez vraiment besoin des conseils d'un journaliste parce que c'est nous, les journalistes, qui connaissons de l'intérieur les fonctionnements des rédactions, de la conférence de rédaction, qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale, quelle est la différence entre un sujet et un angle de traitement, quelles sont les différentes modalités de traitement éditorial, un reportage, un papier couleur, un papier desk. Tout ça, ce sont des techniques de narration journalistique que nous, les journalistes, nous pouvons vous partager avec vous, une fois encore, dans cette dimension de pouvoir vous préparer, de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Sinon, vous partez au feu sans être préparé et comme un soldat plein de bonne volonté mais qui n'est pas équipé de protection et de fusil et d'armes, eh bien, vous allez vous faire, alors je vais utiliser un terme un peu vulgaire, mais vous allez vous faire dézinguer. Et en fait, moi, je travaille souvent, et malheureusement, je travaille trop souvent avec des personnes qui ont des mauvaises expériences de passage dans les médias et qui, derrière, arrivent soit en considérant que plus jamais elles ne voudront retourner dans les médias, et c'est bien dommage pour cette histoire de mise en visibilité, de gagner en image de marque, ou bien elles vont considérer ces personnes, elles vont considérer les journalistes comme étant des fauteurs de troubles, hein, comme étant plutôt des ennemis que des alliés. Or, moi, j'ai l'habitude de dire que face à un journaliste, vous devez être dans un gagnant-gagnant. Le journaliste a besoin de vous pour remplir les temps d'antenne, et je pense en particulier aux temps d'antenne gratuits, hein, c'est-à-dire ceux qui découlent du traitement éditorial. Le journaliste, il a besoin de vous pour remplir les pages du journal, pour remplir les temps d'antenne, et vous, vous avez besoin de lui pour gagner en visibilité et donc gagner en influence et consolider votre image, évidemment. Donc, en fait, c'est vraiment un win-win, hein, en bon français. C'est vraiment un gagnant-gagnant. Et nous avons autant besoin de porte-parole qui savent faire, qui savent être courts, précis, clairs, qui soient dans une démarche professionnelle. Nous avons autant besoin de ça chez vous, les porte-paroles, que vous, les porte-paroles, vous avez besoin d'être mis en visibilité médiatique, surtout dans le monde d'aujourd'hui.
enfin, je ne vais pas vous faire la leçon, mais aujourd'hui, avec la profusion de médias et avec la marche du monde, hein, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les médias sont partout, tout le monde écoute, regarde, lit les médias, alors les médias sociaux, mais il y a aussi ces interconnexions entre les médias sociaux et les médias de journalistes qui font que les médias de journalistes, les émissions sont relayées sur les médias sociaux. Donc, quand vous passez sur BFM, eh bien, vous faites une capture du replay et ensuite vous le mettez sur votre profil LinkedIn. Et ça vous fait augmenter votre nombre de vues considérablement. Donc, dans un monde quand même qui est de plus en plus mis en visibilité médiatique, le fait pour un patron, pour un dirigeant, pour un expert, pour le président d'une asso, de ne pas vouloir aller dans les médias, eh bien, peut finir par être pénalisant. Après, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Vous êtes libre de penser exactement comme vous le voulez. Mais peut-être que si vous êtes là, malgré tout, le sujet vous intéresse un petit peu. Donc, voilà, je vous livre à votre réflexion. Tout est stratégique, dit Gérard. Merci Sophie. Oui, mais oui, c'est-à-dire c'est de la. En fait, c'est du. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous vouliez dire, Gérard, à propos de tout est stratégique. Mais le média, lui, vous met à l'antenne où il écrit un article pour avoir de l'audimat. Parce que de l'audimat dépend l'annonceur. Et l'annonceur, c'est du chiffre d'affaires. Donc, on est bien aussi, pas que, bien sûr, hein, le jeu médiatique, c'est aussi la liberté d'expression de tout un chacun et ça appartient au jeu démocratique. Et tant mieux si nous avons des médias très pluriels en France, très pluralistes, avec une grande proposition d'offres, même si tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ce qui se dit ça et là. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir des médias pluriels et en tant que citoyen, de pouvoir choisir le média qu'on veut suivre, et là où aussi, stratégie, là où on veut apparaître si on est interviewé. Mais le média, c'est aussi un modèle économique. Ce modèle économique, il faut qu'il soit rentable. Et pour qu'il soit rentable, il faut qu'il y ait de l'audimat, donc des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Donc effectivement, derrière tout ça, il y a de la stratégie, que ça soit de la stratégie pour le média, hein, qui va se dire, on va faire telle émission plutôt que telle autre, parce que cette émission-là ne marche plus, il n'y a plus d'audimat sur cette émission, il faut changer le présentateur, il faut changer les modalités narratives, parce que c'est éculé, ça ne marche plus. Et puis, c'est de la stratégie donc pour le média, mais c'est aussi de votre part de la stratégie de relation presse, la stratégie de relation face aux médias. Résolument, c'est une affaire de stratégie. Je veux bien prendre d'autres messages dans le chat. Alors, on avance sur le déroulé. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre ? Eh bien, je vous apporte les premières clés. Alors, je vous en ai déjà déversé un peu en vrac, des clés pour vous aider. En tout cas, j'espère que ça vous aide. S'il y a des questions que vous avez envie de poser, évidemment, posez-les dans le chat. Donc, les premières clés pour réussir, c'est comprendre les règles du jeu médiatique. Et ça, j'insiste, vous ne pouvez pas le faire tout seul, sauf si vous avez été, vous aussi, journaliste ou si vous avez, bien sûr, dans votre entourage, quelqu'un qui peut vous conseiller. Mais comprendre les règles du jeu médiatique, ça, c'est vraiment une compétence que seulement quelqu'un de l'intérieur peut avoir. Voilà, je suis désolée d'insister là-dessus. Peut-être, voilà, c'est vraiment quelque chose que, d'expérience, vous ne pouvez pas faire tout seul parce qu'il y a besoin de comprendre de l'intérieur comment ça marche. Ensuite, ma deuxième... alors non, ce n'est pas du tout ça que je voulais afficher. Là, je suis en train de retourner en arrière. Voilà, la deuxième clé, c'est vraiment se comporter en business partner. Donc, ça revient sur ce que j'ai dit par rapport à ce gagnant-gagnant, à ce win-win. Business partner, alors, ça veut dire que déjà en termes de stratégie, et on vient d'en parler, vous savez où vous mettez les pieds, vous savez à quelle sauce vous allez vous faire manger et vous avez conscience du jeu, du rôle que le journaliste veut vous faire jouer. Il y a du good cop, bad cop, comme chez le policier. Il y a le porte-parole qui va être choisi pour défendre le point A, et puis en face de lui, le journaliste va mettre quelqu'un qui va défendre le point B. Pourquoi ? Parce que quand le A et le B se confrontent, ça fait plus d'audimat, c'est plus intéressant à regarder que s'il y a juste le point A qui est déroulé.
Donc en fait, le fait de susciter de la confrontation ou en tout cas de contrebalancer des opinions, des positions, ça fait partie intrinsèquement du jeu médiatique. Et donc de le comprendre et de ne pas s'offusquer qu'il y ait en face de soi un détracteur ou bien que le journaliste lui-même pose des questions qui vont challenger le porte-parole pour faire émerger du relief, pour faire en sorte que l'interview soit intéressante et donc du coup que l'audimat soit là, eh bien ça c'est vraiment se comporter en business partner. Hein, c'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win. Moi, porte-parole, j'ai compris les règles du jeu. Je les ai comprises avant de donner mon go ou no go, hein, avant de dire oui ou non à l'interview. J'ai compris quel était le scénario de l'interview, ce qu'attendait de moi le journaliste. J'ai réfléchi, pas trop longtemps parce que le journaliste est toujours pressé, mais j'ai réfléchi toute seule ou avec mon équipe, enfin tout seul ou avec mon équipe ou mon entourage professionnel. Et puis, j'y vais ou je n'y vais pas. Mais à partir du moment où j'y vais, eh bien, là, je me comporte en business partner et j'ai compris les règles du jeu. Vous êtes au clair tous avec cette dimension de business partner. Évitez les positions hautes ou basses. Hein. On n'est ni en mode journaliste, tous des imbéciles, c'est-à-dire une position haute, une position méprisante, ou bien au contraire une position basse en mode oulala, ils vont me piéger. Non, on est en business, on est en mode business partner dans une dimension d'équilibre de la relation. Hein, comme toute relation saine d'ailleurs, on est dans une relation professionnelle de la même manière que vous avez cette relation-là dans le registre professionnel avec des clients, par exemple. Hein, le client n'est ni un idiot, ni quelqu'un qui va vous manger tout cru. Le client est un business partner avec lequel nous échangeons à équilibre, chacun en avançant ses pions et en faisant en sorte d'obtenir un win-win, un gagnant-gagnant, puisque vous le savez, puisque vous êtes dans le monde du travail. Voilà, les meilleurs contrats sont les contrats en mode gagnant-gagnant. On est bien, vous êtes OK avec ça? Hein, on est bien dans cette même dimension de win-win, de gagnant-gagnant, de relation à l'équilibre. Donc, ni posture haute, ni posture basse, et se dégager aussi de tout ce qui va être émotionnel. Hein, c'est-à-dire le journaliste, c'est pas un copain, il ne s'agit pas qu'il soit sympa ou pas sympa, c'est pas la question. La question, c'est il fait son travail. Et choisissez les gens qui font leur travail, les journalistes qui font leur travail d'une manière qui vous convienne. S'il y a des présentateurs qui ne vous conviennent pas, des ambiances sur des plateaux qui ne vous conviennent pas, ben, tout simplement, n'y allez pas. Hein, mais à partir du moment où vous avez décidé d'y aller, eh bien voilà, vous êtes en mode ultra pro. Et c'est pour ça, une fois encore, qu'il faut bien comprendre les règles du jeu pour pouvoir se comporter en business partner. Et puis ensuite, le troisième élément, eh bien, c'est de préparer et rôder les éléments du message. Et là, on en vient sur ce qui est voilà, l'un des fondamentaux de la prise de parole face aux médias, c'est de pouvoir construire son propos avec des phrases très courtes, très claires, très concrètes. Et pour vous faire un partage d'expérience, donc quand j'étais journaliste, donc je faisais beaucoup d'interviews en direct, soit dans le journal, puisque j'étais présentatrice de journaux, ou bien en animatrice de plateaux d'invités, puisque j'animais aussi des plateaux d'invités. Et il y avait une question qui aidait mes interlocuteurs à énoncer leur message comme je le souhaitais moi pour mon auditoire, hein, pour les bénéfices de mon audimat. Et c'était quand je leur posais la question, mais concrètement, vous faites comment? Hein, cette dimension très concrète du récit, c'est vraiment la clé que je peux vous recommander en matière de construction de vos éléments de message. Plus vous serez concret, plus vous avez des chances d'être court, hein, plus vous avez des chances d'être moins emmêlé dans vos idées, plus vous allez être concret, plus ça sera court, plus ça sera clair, plus ça suscitera des images mentales dans la tête de vos interlocuteurs et plus le journaliste appréciera ce que vous dites, même s'il est étonné, même si ce n'était pas ce qu'il avait attendu, mais vous amenez quelque chose qui est concret. Le concret, c'est le contraire de la langue de bois. Ça, c'est vraiment une clé qui est importante. La langue de bois, c'est du concept. Par exemple, si je vous dis nous allons améliorer, augmenter nos ressources pour améliorer les résultats et monter en gamme à moyen et long terme, ça, c'est du concept. Le journaliste, il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que l'auditoire n'en veut pas.
En revanche, si vous expliquez concrètement comment vous allez augmenter les ressources, c'est-à-dire comment vous allez acheter du nouveau matériel, qu'est-ce que c'est que ce matériel évidemment, et comment vous allez le mettre en place, et comment vous allez former vos salariés pour pouvoir développer cette nouvelle expertise qui fera que votre client, lui, il pourra faire ça. Vous entendez la différence? Là, ça devient concret. Et encore, je prends un exemple un peu flou parce que là, tout de suite, j'en ai pas un sous la main. Si vous voulez m'en donner un dans le chat, je prends. Donc, plus vous allez être concret, moins vous allez être langue de bois, plus vous allez être apprécié par le journaliste, parce que le journaliste, il sait que plus vous êtes concret, plus son auditoire est derrière lui. Et ça marche pareil sur la presse écrite. Ça vous parle, là, ce que je vous raconte sur la dimension concrète du message, du récit? Allô, allô? Appel à toutes les voitures. Appel au chat. Tout à fait, dit Nabila. OK. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez également, évidemment, les poser dans le chat. Donc, en fait, ces clés de construction d'éléments de message, et je parle bien d'éléments de message et pas d'éléments de langage, parce que les éléments de langage, c'était du concept, c'est le monde d'avant, alors que les éléments de message, c'est vraiment cette dimension très concrète de ce que vous racontez et qui colle avec ce qui est attendu aujourd'hui. Toutes ces techniques de construction narrative, je les ai regroupées dans ce que j'ai appelé la méthode du losange, dont vous voyez le logo ici à gauche, et j'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet, notamment celui-ci dont vous voyez la couverture. Alors, c'est de la prise de parole, pas face aux médias, c'est de la prise de parole en toute situation, mais ce qui marche face aux médias, qui est la situation la plus compliquée, eh bien, marche aussi dans toutes les situations de prise de parole. Donc, vous pouvez largement vous en inspirer. Alors, la méthode du losange, vous pouvez la trouver gratuitement en tapant méthode du losange sur Internet. Le livre, lui, il est payant parce qu'il y a un éditeur derrière. Mais en tout cas, toutes ces techniques de construction narrative, pour être plus concret, ça s'appelle du storytelling aussi, en langage, en jargon. Toutes ces techniques, eh bien, vous pouvez les retrouver en open source sur Internet. Il y a d'autres choses dans la méthode du losange, notamment le fait de commencer, d'entrer très directement dans le récit, donc de sortir de la construction en mode grand A, grand B, grand C, et d'être vraiment dans cette dimension dynamique. Et ça nous amène à la question de l'expression non verbale. Est-ce que vous savez ce que recouvre le champ du non-verbal? Qu'est-ce qu'on appelle le non-verbal? Allez, je pose la question au chat, comme ça je bois un petit verre d'eau. C'est quoi le non-verbal? Alors, si vous ne savez pas, vous marquez « ne sais pas ». Le chat, pour l'instant, il ne bouge pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre ce que vous écrivez et la manière dont moi je le reçois dans le chat. Ou alors, il n'y a plus personne, mais normalement, vous êtes une vingtaine. Allô, allô, c'est quoi le non-verbal? Bon, je vais répondre moi, parce qu'on ne va pas y passer l'heure du déjeuner. Le non-verbal, déjà, c'est le visuel, c'est-à-dire tout ce que l'auditoire comprend de vous avec ses yeux, c'est-à-dire l'ancrage, la posture, l'ancrage, la gestuelle, le regard, les mimiques, le sourire, le dress code, le fond, quand on est en visioconférence, mais pas que d'ailleurs, en visioconférence. Et puis, donc ça, c'est le visuel. Et puis, il y a le vocal. Le vocal, c'est le débit de voix, les inflexions, les intonations, les pauses, la respiration, la prononciation. Est-ce que vous connaissez les ratios d'impact? Autrement dit, est-ce que vous savez qui est le plus fort, qui gagne? Qui gagne, le verbal ou le non-verbal? Il n'y a toujours personne? Ah, ça bouge un peu. Alors, quelqu'un écrit, voilà, allez-y, allez, on attend que vous écriviez. Bon, du coup, j'ai fait une fois. Bon, il y a quelqu'un qui écrit, mais ça n'apparaît pas. Donc, en fait, ce qui gagne, c'est le non-verbal. Le non-verbal est plus impactant que le verbal, et c'est le visuel qui a les plus gros scores d'impact. Donc, 55% d'impact pour le visuel, donc ce que l'auditoire comprend avec ses yeux par l'observation. 38% d'impact pour le vocal, c'est-à-dire avec ce que l'auditoire comprend avec ses oreilles, inflexion, intonation,
pause, prononciation, débit. Et 55 et 38, eh bien, ça fait 93. Et donc, il reste 7% pour le verbal, mais en fait, il faut comprendre cette loi qui s'appelle la loi de Mehrabian, il faut la comprendre dans l'autre sens. C'est ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Autrement dit, si je suis assurée de ce que je veux dire et de comment je le dis, si je suis très concrète dans ma tête, si dans ma tête c'est très concret ce que je veux avancer, eh bien, mon corps va naturellement trouver la bonne position et ma voix va naturellement aussi trouver sa place. Vous savez, il y a le sujet de poser sa voix. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le sujet de poser la voix quand on parle d'expression voilà, d'expression orale. Okay. Donc en fait, c'est ce qu'on a dans la tête qui va animer le reste. Pourquoi? Parce qu'on est un corps holistique, ça veut dire qu'on a un corps tout en un et qu'il n'y a pas le visuel d'un côté, le vocal de l'autre et le verbal d'un troisième côté. Tout ça, ça fonctionne en un seul. Et donc, c'est cette dimension que permet aussi d'obtenir cette construction narrative très concrète que je vous recommande. Et donc, pour le journaliste, ça va être aussi très important que vous ayez la bonne posture, c'est-à-dire dynamique, engagé, assuré. C'est important pour le journaliste parce que du coup, il a un porte-parole qui a de la gueule, hein, on dirait. Et puis, évidemment, pour votre crédibilité, pour votre crédit d'image, pour votre influence, cette dimension d'expression non verbale, elle est aussi incroyablement importante. Okay. Donc, plus vous êtes concret, plus le corps va trouver naturellement la bonne place, plus la voix va également trouver son bon positionnement. Donc, en fait, c'est le 3 en 1, hein, c'est du gagnant-gagnant-gagnant, cette fois, 3 fois gagnant. Tout fonctionne dans le même élan. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez aussi observer dans vos situations de prise de parole, pas seulement éventuellement face aux médias, mais tout confondu. Alors, comme il ne se passe toujours rien dans le chat, eh bien, je vais continuer. Alors, pour terminer, j'ai quelques questions pour vous. Donc, la question, c'est vous allez faire quoi de tout ça? Déjà, première question, ce que je vous recommande, c'est d'observer le jeu médiatique avec un œil pro, un œil professionnel. Alors, vous ne pouvez pas être à l'intérieur d'une rédaction, mais en revanche, vous pouvez écouter avec une oreille plus vigilante dès lors que je viens de vous donner donc, cette clé de bonne posture, hein, une posture assurée, dynamique, stable. Déjà ça, vous allez pouvoir exercer votre œil. Donc, regardez les émissions dans lesquelles il y a des porte-paroles qui interviennent. Ne regardez pas les journalistes, ils ont d'autres techniques, mais regardez comment s'expriment les porte-paroles, qu'est-ce qu'ils dégagent, hein, comment ils se tiennent, comment ça se joue. Écoutez les voix à la radio quand les personnes sont interviewées. Et puis, allez écouter aussi cette dimension très concrète du récit. Vous entendrez, vous observerez en tant qu'auditeur, lecteur, téléspectateur, en fait, vous attendez que les porte-paroles, alors qu'ils soient politiques, mais aussi chefs d'entreprise, évidemment, ou présidents d'associations, ou présidents d'ONG, membres d'ONG, ou experts dans un domaine, vous attendez d'eux, en fait, qu'ils soient très concrets. Parce que quand c'est concret, vous comprenez, et quand c'est concret, ça devient intéressant. Et quand c'est conceptuel, c'est de la langue de bois et ça n'intéresse pas. Donc, rodez votre écoute. C'est vraiment une reco que je peux vous faire, en plus de celle que je vous ai déjà faite. Rodez votre œil et votre oreille pour observer le jeu médiatique et en tirer des enseignements pour vous. Vous êtes OK avec ça? Vous êtes tous endormis, là. Alors, se comporter en business partner, donc je crois que là, on en a vraiment, j'en ai déjà beaucoup parlé. Si vous avez une question par rapport à cette dimension de business partner, de relations équilibrées, de win-win, posez-la moi. Mais voilà, je crois que là-dessus, j'ai déjà été suffisamment, voilà, je vous ai déjà donné suffisamment de billes. Et puis, alors, la recommandation, c'est de vous entraîner, de s'entraîner à blanc, de s'enregistrer, de visionner, de se réécouter. Pour ceux qui ont dit en début de webinaire qu'ils avaient déjà été sollicités par des médias, mais que ce n'était pas eux qui avaient pris la parole, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'entraîner vos champions? Est-ce que certains ont déjà l'expérience d'avoir été entraînés ou de vous entraîner?
elle est très importante, cette dimension d'entraînement. Et d'ailleurs, je vais terminer ma présentation sur un slide que j'aime bien, hein, qui est ce slide d'un coach sportif. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que je travaille vraiment comme un coach sportif, c'est-à-dire que je vous donne des clés, des techniques. Donc, il y a cette dimension très concrète du récit. Il y a aussi le fait d'entrer directement dans le vif du sujet. Il y a la dimension aussi de focalisation qui consiste à choisir en amont de l'interview quel est le morceau de l'histoire qu'on veut illustrer, quel est le morceau de son histoire à soi. Alors, son histoire à soi, je ne pense pas personnellement, mais son histoire à soi au sens de l'histoire de l'entreprise. Quel est le morceau que je veux illustrer? Donc, on ne raconte pas toute l'histoire, on raconte un morceau d'histoire. Donc, c'est vraiment une histoire une histoire pour le coup, un sujet de focalisation. Donc, voilà, toutes ces techniques, en fait, elles sont contenues dans la méthode du losange. Je les partage avec mon champion, la personne que j'accompagne, donc que ce soit individuellement ou collectivement. Et puis ensuite, on va taper la balle. Voilà, j'aime bien les métaphores sportives, la métaphore du tennis. On va taper la balle, c'est-à-dire qu'on va choisir une situation d'interview au plus près d'une situation réelle. Et puis, la personne va se préparer. Je vais l'aider en tant que coach à préparer cette dimension très concrète de son récit. Et puis, ensuite, je vais reprendre ma casquette de journaliste. On va brancher la caméra. Je travaille toujours avec la caméra. On va brancher la caméra et on va faire une simulation d'interview au plus près donc d'une situation réelle de la personne que j'accompagne. Et puis ensuite, cette simulation d'interview qui va durer 2, 3, 4, 5 minutes, et bien ensuite, on va la débriefer. On va débriefer la vidéo et on va la débriefer sur une grille de critères d'évaluation de la performance. Une grille de critères qui sont attachés donc à cette dimension verbale, non verbale, donc tout ce que j'ai cité tout à l'heure, l'ancrage, la posture, la gestuelle, les mimiques. Hein. Très souvent, quand on est par exemple surpris par une question, ben, on va avoir une mimique d'étonnement ou une mimique de désapprobation parce que la question ne nous convient pas. Et tout ça, ce sont des signaux non verbaux qui vont être défavorablement pris d'abord par le journaliste et puis ensuite par l'auditoire, évidemment. Donc en fait, toute cette grille de critères, on va la passer en revue en débriefant les vidéos, ce qui va permettre de faire une première évaluation de la performance. Donc la plus concrète possible, sortir du j'aime pas, t'aurais dû dire plutôt ceci, t'aurais dû dire plutôt cela. Voilà. Donc sortir de ces concepts qui sont très très flous et que vous connaissez peut-être si vous vous êtes intéressé de près ou de loin à ce sujet de la prise de parole en général et en particulier face aux médias. Et donc, on va travailler sur cette base-là. Et puis ensuite, on va débriefer aussi les vidéos. Avec mon œil de journaliste, je relève les moments qui vont être gardés, hein, qui vont être extraits de l'interview, qui vont être gardés par le journaliste. Donc, ça permet à la personne qui a fait l'exercice eh bien, de se rendre compte qu'est-ce que ça peut donner à l'arrivée en diffusion. Et ça, c'est très précieux parce que très souvent, je me suis rendu compte que les personnes qui se faisaient interviewer étaient très intéressées étaient très mobilisées sur l'enregistrement, quand ça ne se passe pas en studio, hein, quand ça se passe sur un site, par exemple, un site industriel ou dans un bureau. Les personnes sont très mobilisées sur l'enregistrement, mais en fait ne regardent pas la diffusion. Alors que c'est bien la mise en regard de l'enregistrement et de la diffusion qui permet de progresser. Et ensuite, comme un coach sportif, eh bien, on va travailler des gammes, hein, on va travailler sur d'autres exercices, d'autres mises en situation. On peut évoquer aussi les techniques d'interview en situation de crise, comment ne pas répondre à la question, mais répondre à la situation, comment ne pas se laisser embarquer par les questions. Voilà, autant de thématiques qui sont traitées en séance. Donc, habituellement, je propose des parcours de 4 séances de 3 heures et je donne des gammes entre les séances pour s'entraîner à cette dimension très concrète du récit. Donc, voilà, je crois que là, je vous ai à peu près tout dit.
Donc, je fais un dernier appel pour une question, un commentaire peut-être de ce webinaire. Est-ce qu'il vous a été utile? Est-ce que voilà, il vous amène à considérer peut-être cette dimension de se positionner différemment face aux médias? Prenez-le, une fois encore, je ne sais pas ce que vous faites, vous ne nous avez pas dit si vous étiez dirigeant ou indépendant ou expert ou si vous travaillez dans une association, une ONG, vous n'avez pas souhaité partager cela, mais en tout cas, si vous êtes de ceux-là, peut-être il est temps pour vous de vous dire, OK, je vais m'embarquer dans une stratégie de relations médias, j'apprends à me positionner par rapport aux médias et j'apprends à construire mes messages de manière à monter en visibilité, à monter en image de marque et à monter donc en levier d'influence. Voilà, et bien c'est sur ces mots que je vais, voilà, que je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon vent et de bonnes interventions dans les médias. Ah, ciao, ciao, prenez soin de vous.